Chers élèves de 6e 3 et de 6e 9, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de cours. La première vidéo étant une vidéo de présentation. Alors, je vous ai envoyé un certain nombre de polycopes la semaine dernière et deux autres polycopes ce matin. Revenons sur le plan du chapitre, puisque nous sommes revenus à la partie histoire, Rome du mythe à l'histoire. Nous allons commencer cette première partie de vidéo par l'introduction pour laquelle je vous avais transmis un polycope, et nous parlerons brièvement de la construction de la cité-État de Rome à travers un mythe très connu et à travers ce que nous disent les historiens. Alors, par rapport à cette introduction, je vous avais transmis ce polycope. J'ai construit ce polycope à partir d'une frise chronologique et de 3 cartes. Ce polycope est donc en 3 parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Tout commence en moins 753, autrement dit au moment de la création de la cité-État de Rome. Cité-État de Rome. À l'origine, la cité-État de Rome est une cité-État comme les autres, avec les mêmes caractéristiques. Une cité-État comme un tout petit pays avec une ville principale, des campagnes environnantes et des villages. Donc durant à peu près 250 ans, cette cité-État de Rome va rester une cité-État avec pour régime politique la monarchie. Je rappelle qu'un régime politique, c'est l'organisation politique de la cité-État. La façon dont les décisions sont prises, donc ici par des rois. Donc pendant 250 ans à peu près, la cité-État de Rome est dirigée par des rois qui se succèdent et ne reste qu'une cité-État. Il y a une vraie rupture, un vrai changement en moins 509. Deux changements. D'abord, le régime politique de la cité-État de Rome va changer. Le régime politique, à partir de cette date, n'est plus la monarchie, mais ce qu'on appelle la République ou République romaine. Cette République romaine va durer à peu près 5 siècles. Donc ça, c'est le premier changement. Mais surtout, le changement le plus important, eh bien, c'est le fait que cette cité-État de Rome va commencer à conquérir tous les territoires autour du bassin méditerranéen, dont la Gaule par exemple. Et donc cette cité-État va commencer à conquérir un immense empire, un immense territoire, ici en rouge. Autrement dit, pour faire simple, tous les territoires conquis en rouge appartiennent à la cité-État de Rome. Et c'est la cité-État de Rome qui va gérer, gouverner, contrôler ces territoires. Autrement dit, les décisions sont prises à Rome et elles s'appliquent partout dans l'Empire romain. Nouveau changement, en moins 27, nouveau changement de régime politique, après la monarchie, après la République. Troisième régime politique que l'on appelle le Principat. Principat qui va durer, là aussi, à peu près 5 siècles. Si on résume, une cité-État, celle de Rome, très connue, qui sera la plus puissante du bassin méditerranéen durant l'Antiquité, qui est créée en moins 753. Durant 250 ans à peu près, elle ne reste qu'une simple cité-État gouvernée par des rois. Puis, durant les 1000 ans suivants, cette cité-État va conquérir un immense empire, on le voit ici, qui ne cessera de s'agrandir, et cet empire sera dirigé, contrôlé depuis la cité-État de Rome, avec deux régimes politiques différents. Regardons une petite carte interactive. Le bassin méditerranéen. Nous sommes en moins 753, date traditionnelle de la fondation de Rome. Et nous allons voir comment progressivement, les dates vont défiler ici en haut à droite, comment cette cité-État va étendre son influence, conquérir cet immense empire. Je ferai à certains moments un accéléré
regardez la date qui défile, la cité-État de Rome. Vous voyez, elle ne reste qu'une cité-État. Moins 509, début de la République. On voit très clairement que la cité-État de Rome commence à conquérir les territoires, d'abord en Italie bien sûr, les territoires autour d'elle, grâce d'ailleurs à l'armée romaine que nous étudierons. L'armée romaine étant l'armée la plus puissante, la plus efficace de toute l'Antiquité. C'est l'instrument des conquêtes de la cité-État de Rome. Regardez, les dates défilent, regardez. La cité-État de Rome commence à conquérir son immense empire. Nous avançons un petit peu. Moins 224, nous sommes toujours sous le régime politique de la République. Vous voyez, les territoires conquis s'agrandissent. Nous approchons de la fin de la République. L'Empire romain prend déjà forme. Et je rappelle que tous ces territoires conquis sont dirigés depuis la cité-État de Rome. Tout est centralisé à Rome. Donc, vraiment tout le bassin méditerranéen. Nous approchons de la fin du régime politique de la République. Nous passons pour les 500 prochaines années au régime politique du Principat. En fait, ça veut dire une chose toute simple. Sous le Principat, ça veut dire que durant 500 ans, l'Empire romain sera dirigé par des empereurs qui vont se succéder. Et nous allons voir que durant les 500 dernières années, l'Empire romain s'agrandit encore. La cité-État de Rome. Nous avançons un petit peu. Bref, ainsi de suite. La question qui se pose, comment gérer, contrôler un empire aussi vaste, aussi grand, depuis la cité-État de Rome? Autrement dit, quelle organisation a été mise en place par les Romains pour gérer cet immense empire? Alors, je vous avais demandé de comparer cette organisation politique avec celle du monde grec. Nous avions vu que le monde grec, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse d'un immense empire dans lequel vivraient tous les Grecs réunis, etc. Nous avions vu que le monde grec, au contraire, il est morcelé, découpé. Ça veut dire que l'ensemble des Grecs, malgré tous leurs points communs, leurs ressemblances, même langue, même religion, même mythe, etc., malgré tout cela, les Grecs vivent tous séparés dans 500 petites cités-États qui sont comme de tout petits pays. 500 cités-États comme de tout petits pays indépendants et qui souvent se font la guerre. Donc c'est ça la vraie différence. Les Grecs sont tous séparés dans de tout petits pays, des cités-États, alors que, au contraire, les Romains vivent tous dans un immense ensemble qu'on appelle un empire, et cet ensemble est dirigé donc depuis la cité-État de Rome. Alors, le travail que je vous avais demandé, c'était justement de comparer le monde grec avec l'Empire romain. Petite question, enfin petit conseil de méthodologie. Quand on compare, on fait deux choses. Souvent, on peut le faire sous forme de tableau. C'est le plus pratique. On regarde les ressemblances, les points communs et les différences. Quand on regarde les ressemblances entre le monde grec et l'Empire romain,
eh bien, on s'aperçoit, première ressemblance, que Rome, au début, est une cité-État, comme celle qui existe dans le monde grec. Deuxième ressemblance, la cité-État de Rome connaît plusieurs régimes politiques. Vous vous souvenez, nous avons dit 3. Monarchie, république, principat. Eh bien, par exemple, c'est la même chose pour la cité-État d'Athènes, qui, elle aussi, a connu plusieurs régimes politiques, tyrannie, monarchie, oligarchie, pour enfin finir avec la démocratie, comme nous l'avons étudié. Troisième ressemblance, le deuxième régime politique de Rome, qui s'appelle donc la République, de moins 509 à moins 27, eh bien, cette République, au premier regard, elle ressemble à une démocratie, un petit peu comme celle d'Athènes. Mais je dis bien au premier regard. Maintenant, si nous regardons les différences entre monde grec et empire romain, évidemment, la différence la plus essentielle, c'est que Rome, qui au départ est une cité-État, va créer, conquérir un immense empire dirigé par la cité-État de Rome, alors que, comme je l'ai répété tout à l'heure, le monde grec est composé de 500 cités-États indépendants. Autrement dit, les Grecs sont tous séparés, alors que les habitants de l'Empire romain, ils vivent tous ensemble, dans un immense empire. Et nous verrons que Rome a conquis cet immense empire grâce à son armée. L'armée romaine, je répète, la plus puissante, la plus efficace, la plus organisée de l'Antiquité, a été l'instrument de cette conquête. Et, autre différence, Rome, en engageant la conquête de ces différents territoires, eh bien Rome a eu la volonté de romaniser les peuples qui ont été conquis. Ça veut dire que Rome a essayé d'imposer sa culture, la culture romaine. Et autre différence, la République, même si elle ressemble à une démocratie, en fait est une fausse démocratie. Bien, voici le cadre général. Création de la cité-État de Rome, moins 753. On doit connaître cette date. Durant 250 ans, une cité-État, Rome, comme les autres, dirigée par des rois. De moins 509 à moins 27, la cité-État de Rome commence à conquérir avec son armée très puissante un immense empire dirigé depuis la cité-État de Rome avec un régime politique qu'on appelle la République. Puis de moins 27 à 476 fin de l'Empire romain, eh bien, la cité-État de Rome continue ses conquêtes, continue à agrandir son immense empire, mais avec un autre régime politique, un troisième régime politique qu'on appelle le Principat. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la République. Durant ces 500 années, pratiquement, le régime politique de la cité-État de Rome s'appelait la République. En quoi consiste la République? Je rappelle qu'un régime politique, c'est l'organisation politique. Comment sont prises les décisions? Qui prend les décisions? D'où ce polycope que je vous ai envoyé ce matin. Regardez bien. Alors d'abord, polycope en 2 parties. Je vous ai fait une première partie ici, qui nous livre un certain nombre d'informations, et une partie que vous devrez compléter. Le sens de lecture est celui-ci. On part du bas, on monte. Dans la cité-État de Rome, des noms citoyens et des citoyens. Ah, ça nous rappelle la cité-État d'Athènes. C'est la même chose. Il y a des noms citoyens, des femmes, des enfants, des étrangers. Souvenez-vous, dans la cité-État d'Athènes, nous les appelions des métèques et des esclaves. Même chose. Les non-citoyens ne font pas de politique, n'ont pas le droit de faire politique. Et puis, des citoyens, comme dans la cité-État d'Athènes. Des hommes libres de Rome. Alors, les conditions pour être citoyen dans la cité-État de Rome sont à peu près les mêmes que celles dans la cité-État d'Athènes. Et seuls les citoyens ont le droit de faire de la politique dans ce régime politique qu'on appelle la République. Je rappelle, de moins 509 à moins 27. Mais, regardez bien, dans la République romaine, contrairement à la démocratie athénienne, on faisait la différence entre les citoyens riches et les citoyens pauvres. Les citoyens riches étaient appelés des patriciens, les citoyens pauvres étaient appelés des plébéiens. On faisait donc une différence. Je vous rappelle que dans la cité-État d'Athènes, lorsque tous les citoyens se réunissaient sur la Pnyx,
en assemblée, l'ecclésia, eh bien, il n'y avait aucune différence entre citoyens riches et citoyens pauvres. Dans cette assemblée, ils avaient exactement les mêmes droits. Eh bien là, c'est différent. On fait une différence. Quelle est cette différence? Regardons. Nous montons dans le document. Patriciens et plébéiens sont réunis régulièrement dans des assemblées de citoyens qu'on appelle les comices. Chez les Athéniens, c'était l'ecclésia. Ici, ces assemblées s'appellent les comices. Et dans ces assemblées de citoyens, vous voyez, où il y a des procédures de vote, eh bien les patriciens et les plébéiens, citoyens riches, citoyens pauvres, votent les lois. Jusque-là, pas vraiment de différence avec la cité-État d'Athènes, mais regardez de plus près. Les citoyens votent les lois, mais ils doivent également, chaque année, élire des magistrats. Et ces magistrats sont des personnages très importants dans la République romaine. Chaque année, l'ensemble des citoyens romains doivent élire donc des magistrats, autrement dit 20 questeurs, 4 édiles, 2 préteurs, 2 consuls. Chaque année. Donc patriciens et plébéiens vont élire ces 28 magistrats. Sauf que les magistrats ne peuvent être que des patriciens. Autrement dit, seuls les citoyens les plus riches, les patriciens, peuvent être élus magistrats. Les plébéiens ne peuvent pas être élus magistrats. Autrement dit, les plébéiens ne sont là que pour élire des magistrats parmi les citoyens les plus riches, les patriciens. Autrement dit, le rôle des citoyens pauvres est réduit. Ils ne sont là que pour départager les citoyens les plus riches, les patriciens, au poste de magistrat. Un plébéien ne peut pas se présenter et être élu magistrat, mais il va élire un magistrat parmi les patriciens les plus riches. Autrement dit, les citoyens les plus riches vont avoir les responsabilités les plus importantes. Alors, un patricien, un citoyen riche qui désire faire une carrière politique, ce qu'on appelle la carrière des honneurs, eh bien, il doit être élu successivement à différents postes. Il doit d'abord être élu la première année questeur, puis la seconde année édile, troisième année préteur, et la quatrième année, il est élu au poste de consul, qui est le poste le plus prestigieux. Un questeur élu, de quoi s'occupe-t-il? Eh bien, c'est lui qui gère l'argent de la cité de Rome. Autrement dit, les 20 questeurs s'occupent de l'argent de la cité de Rome. Les 4 édiles ont un rôle important. Ils vont veiller à ce que la cité-État de Rome, ait suffisamment de nourriture. La cité-État de Rome, au fur et à mesure de son développement, tenez-vous bien, va compter 1 million d'habitants. Et ces 1 million d'habitants, il faut les nourrir. Donc les édiles vont faire en sorte que la ville de Rome ait suffisamment à manger. Elle va s'occuper de l'entretien des rues qui sont pavées et également de la police. Les préteurs, eux, ils rendent la justice. Et enfin, les consuls, au nombre de 2, je rappelle que c'est le poste de magistrat le plus prestigieux, ils commandent l'armée romaine, cette armée si puissante et si prestigieuse. Donc, si nous résumons, des citoyens riches, patriciens, des citoyens pauvres, plébéiens, des élections pour élire des magistrats, des postes très importants, avec de grandes responsabilités, mais seuls les patriciens peuvent être élus magistrats. Les plébéiens peuvent voter, mais seulement pour un candidat patricien. Alors, quand un patricien qui donc désire faire cette carrière politique, la carrière des honneurs, quand il a été élu successivement à ces 4 postes, eh bien, ce patricien, au bout d'un an, quand il n'est plus consul, il devient automatiquement sénateur. Autrement dit, automatiquement, il va intégrer, travailler au Sénat romain. Le Sénat, suivant les périodes, comporte à peu près 300 anciens magistrats nommés à vie. Donc, quand on a franchi toutes ces étapes par élection, on devient sénateur à vie, jusqu'à sa mort.
Les sénateurs étaient des personnages très importants, très respectés dans la cité-État de Rome. D'abord, ils surveillent et donnent des conseils aux magistrats. Alors, vous me direz, ce n'est pas un grand pouvoir, sauf que les conseils que les sénateurs donnent aux différents magistrats, consuls, préteurs, édiles, questeurs, eh bien, ces conseils sont toujours suivis par les magistrats. En d'autres termes, c'est comme si ils leur donnaient pratiquement des ordres. Et puis, ce sont aussi les sénateurs qui s'occupent de politique étrangère. Ce sont les sénateurs qui décident quel territoire reste à conquérir, quel territoire faut-il conquérir pour agrandir encore cet immense empire romain. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que parmi les postes de magistrats, le poste le plus important est le poste de consul. Les consuls commandent l'armée romaine. Poste le plus prestigieux et le plus important, puisque c'est l'armée romaine qui a permis de conquérir cet immense empire, et c'est cette armée romaine qui permet de surveiller les habitants de cet immense empire. Donc voilà comment s'organise le système politique dans la cité-État de Rome pour gérer la ville de Rome et gérer cet immense empire. Ce régime politique s'appelle la République. Ça ressemble à une démocratie, puisque nous avons des citoyens, des procédures de vote, mais évidemment, c'est une fausse démocratie, puisque, nous allons voir le texte que je vous avais donné précédemment, puisque la République romaine fait une différence entre citoyens riches et citoyens pauvres, ce qui n'était pas le cas dans la démocratie athénienne. Et puis, les sénateurs ne sont pas élus, ils sont nommés à vie. Processus qui n'est pas démocratique. Donc, pour finir cette première vidéo, nous avons étudié le régime politique de la République. Comment les décisions sont-elles prises dans la cité-État de Rome pour gérer cet immense empire. Nous verrons dans une prochaine vidéo le troisième régime politique de la cité-État de Rome qui permet lui aussi de gérer cet immense empire qui s'est encore agrandi. Une simple cité-État pendant 250 ans gérée par des rois. Une cité-État qui va conquérir un immense empire géré depuis la cité-État de Rome grâce à un régime politique, la République, puis ensuite géré par un régime politique que l'on appelle le Principat. Donc nous verrons un peu plus tard le Principat, et puis nous verrons évidemment un polycope que je vous ai envoyé, un polycope sur l'armée romaine essentielle, inévitable. Je répète, cet empire n'a pu voir le jour que grâce à cette armée de 300 000 hommes, 300 000 légionnaires. Cette armée est très puissante, très nombreuse, très organisée. C'est elle qui a pu conquérir cet immense empire et qui ensuite a pu le surveiller. Donc nous étudierons son organisation, une organisation très particulière pour l'époque. Voilà, mes chers élèves de 6e 3 et de 6e 9, nous n'oublions pas évidemment que nous sommes au travail. Nous n'oublions pas évidemment que Dédé la grenouille nous surveille et d'ailleurs nous salue. Nous n'oublions pas, bien évidemment, les gestes d'usage. Je vous engage à prendre soin de vos proches, à prendre soin de vous. N'oubliez pas de boire un petit peu de vitamines, surtout le matin. Mes chers élèves, à bientôt.